Ciao Mokunzi. Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Vous êtes un habitué de cette chaîne, vous connaissez de quoi s'agit-il. C'est une émission qui traite des questions liées notamment à la politique, au social, à la justice, à l'économie, à toutes ces panoplies de matières. Un invité est toujours avec nous sur le plateau. Nous prenons ces questions très importantes qui retiennent l'actualité dans cette panoplie de domaines. On les met sur la table et avec l'invité, nous tentons d'en parler. Vous avez vu, vous avez regardé hier Décrit Info parce que j'ai vu que c'est par milliers de personnes que vous avez regardé. Nous avons décrié une situation assez rocambolesque qui se passe en ce moment ici au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dirigé par le ministre d'État Willy Bakonga. On parle des détournements, des rapports accablants de l'IGF. Mais non, ce sont des reportages accablants des journalistes qui mettent sérieusement en cause M. Willy Bakonga dans cette affaire des détournements. Mais les gens se posent également la question de l'implication, oui ou non, de son vice-ministre, M. Boudimbo Didier, qui lui est plutôt proche de son Excellence, M. le Président de la République. Boudimbo était-il au courant? Boudimbo est-il complice? Boudimbo était-il ignorant? Il va falloir lever tous ces équivoques. C'est à cet exercice-là que je vous amène. C'est à cet exercice-là qu'on va se livrer tout à l'heure. Pour parler de Boudimbo, pour parler de la situation, j'ai le plaisir d'avoir sur ces plateaux Maître Robert Kayenga. Maître, bonsoir. Bonsoir mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint, chargé des questions juridiques et administratives. Vous êtes aussi porte-parole de l'AVC. L'AVC, c'est un parti politique. Autre vision du Congo, le parti politique de M. Didier Boudimbo. C'est exactement ça. Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'AVC veut dire quoi? Autre vision du Congo. Vous êtes proche de M. Tshisekedi. Il y a 700 ou 600 partis politiques. Pourquoi avoir décidé de créer AVC dans un contexte où il y a une multiplicité de partis politiques? C'est quoi la particularité, la différence entre vous et les autres? Non, effectivement, comme l'indique le nom de notre parti, AVC qui veut dire simplement autre vision du Congo. Une autre façon de gouverner le Congo. Nous sommes arrivés dans le microcosme politique congolais. Nous avons constaté que il y avait une certaine façon de gérer le parti politique, une certaine façon prônée par les partis politiques pour la gouvernance, qui ne répondait pas exactement à une bonne attitude et une bonne façon de gérer la République. Nous avons voulu tout simplement ramener une autre façon de gérer le pays. Nous prenons les valeurs républicaines, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de la bonne gouvernance, ce que nous prenons, et nous nous sommes approchés aux côtés de l'UDPS. Ce n'est pas quand l'UDPS est arrivé au pouvoir. Nous sommes avec l'UDPS dès le premier. Nous sommes parmi les alliés de l'UDPS. Vous êtes un jeune parti politique. Nous sommes un jeune parti politique. Moins de 10 ans depuis que vous l'avez fait. Oui, nous avons 4 ans d'existence et les 4 ans sont ramenés depuis 2016. Donc nous tendons vers la 5e année. Donc 2016, nous avons existé. Et donc depuis notre existence, nous avons été aux côtés de Étienne Tshisekedi, nous avons été aux côtés de Félix Tshisekedi, nous avons combattu ensemble jusqu'à la victoire finale. Nous sommes aux côtés de lui parce que nous estimons qu'il y a des valeurs républicaines qu'il faut défendre, Perrault. Nous estimons que le pays peut être gouverné autrement. Nous avons estimé qu'il y avait un certain mimétisme au sein de partis où il y avait des autorités morales qui étaient des intouchables, des gens qui disaient qui ne pouvaient donner des orientations et qu'on ne pouvait jamais contredire, et qui imposaient pratiquement, c'était des monarques en réalité au sein de partis politiques. Mais nous avons dit non, on ne va pas suivre ces monarques derrière. Nous devons créer un parti politique où il y a des jeunes qui apportent le sang nouveau avec une impulsion. Et dans les 700 partis politiques qu'il y avait dans le pays, vous n'avez pas vu, parce que vous vous êtes déjà rapproché de l'UDPS. Pourquoi ne pas entrer là-bas? Nous avions une vision. Okay. Vous savez, quand vous êtes dans un autre parti politique, vous avez votre propre vision, et ça ne marche pas. Nous avions notre propre vision qu'il fallait imprimer dans le Congolais. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train d'imprimer cette vision-là dans le mental du peuple congolais pour que les choses puissent aller de la manière dont nous espérons aller. Parce que nous espérons un jour, Perrault, que nous pouvons gérer ce pays. Parce que nous estimons qu'un jour, la population va comprendre que le parti Autre Vision du Congo, c'est un parti qui prend des valeurs républicaines, les valeurs du partage aussi. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas accepter, nous prenons que quand vous mangez chez vous vos chevreuils,
que les autres partagent les écureuils, les feuilles avec des écureuils. Ce que nous prenons dans notre parti. On ne prend pas l'égocentrisme. On prend le vouloir vivre ensemble et le partage ensemble au sein du parti. Et donc, c'est quand vous avez une vision pareille, vous allez dans un autre parti, vous trouvez qu'il y a des autorités morales qui ne partagent pas cette vision et que donc ils ne vont pas vous laisser évoluer ou ils ne vont pas laisser évoluer vos pensées. Donc Boudimbo n'est pas autorité morale des AVC? Non, nous croyons. Il n'est pas. En fait, d'abord, Perrault, le terme autorité morale n'est ni légal ni prévu par la Constitution. Ce sont des termes qui ont été inventés. Ce sont les gens qui ont inventé. Ils ont inventé ces habitudes-là. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient continuer à gérer le parti. Parce que la Constitution, son article 97, voudrait que lorsque vous êtes choisi comme ministre, vous ne pouvez plus être président d'un parti politique. En d'autres termes, le parti doit être géré par d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que les politiciens véreux ont fait? Ils ont voulu tout simplement chercher à avoir la même mise sur le parti, même s'ils ne sont plus présidents de parti. C'est comme ça qu'ils se sont fait appeler autorité morale. Mais légalement parlant, la loi qui régit les partis politiques n'a pas prévu l'autorité morale. Le terme autorité morale n'existe pas. Ça, c'est une invention des politiciens. Une pratique, comme vous le dites, mais moi que je trouve un peu une pratique qui est un peu cynique. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas abandonner leur siège, des gens qui ne veulent pas laisser le parti entre les mains d'autres personnes, et qui veulent continuer à avoir la même issue sur le parti, même s'il est déjà ministre. De telle sorte que quand il y a des recommandations, quand il y a des propositions des autres membres, que lui soit toujours consulté comme président du parti et qui continue à gérer le parti même s'il n'est pas là. Mais ça, ce n'est pas une autre vision, ce n'est pas notre vision du Congo. Donc Boudimbo n'est pas comme ça? Non, il n'est pas comme ça, non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi nous sommes venus intervenir dans cette émission? Parce que vous avez touché au parti. Boudimbo, ministre, n'engage plus le parti. On parlera de ça. Il n'est plus concerné par le parti. On va parler de ça parce que bon, je vous ai quand même cité dans une de mes sorties et vous m'avez appelé très gentiment d'ailleurs. On a discuté. C'est un exemple à suivre, un bel exemple et aussi ça. Donc on n'est pas forcément obligé de voir les choses de la même manière, mais la procédure voudrait quand même que lorsque vous vous êtes senti esquinté par rapport à ce que quelqu'un a dit, appelez-le. Voilà qu'aujourd'hui, d'ailleurs, après on deviendra grand ami, après on fera autre chose parce qu'on s'est rencontrés dans des conditions et voilà. Alors maître, je voudrais lever quelques équivoques sur votre parti. Donc là, vous êtes proche de M. Tshisekedi, vous êtes du cash. Et l'idéologie, c'est quoi? Le problème aussi, c'est celui-là. On a l'impression que ça ne marche pas ici chez nous parce que vous avez d'un côté les libéraux, de l'autre tel. Vous, en termes d'idéologie... Non, nous sommes des socialistes. Nous sommes des socialistes comme l'UDPS. Comme l'UDPS. Nous sommes comme des le PPRD. Je vous ai dit tantôt ici, effectivement, je vous ai dit tantôt ici que nous prenons le partage. Nous disons que quand vous mangez vos chevreuils, les autres peuvent manger aussi le fait avec les écureuils. Nous prenons ça. Donc nous sommes des socialistes, il n'y a pas d'équivoque par rapport à ça. Donc nous marchons ensemble avec l'UDPS parce que nous partageons les mêmes idéologies. Un parti Mallette déjà installé dans le pays où c'est vous, Boudimbo, vos femmes et vos enfants? Non, Vous avez des structures? Nous avons des structures sur presque toute l'étendue de la République. Nous sommes en train de nous implanter. On ne peut pas dire que c'est déjà assez suffisant. Vous n'allez pas nous comparer à l'UDPS ou MLC. Non, nous sommes un jeune parti. Mais je peux vous dire que c'est un parti qui connaît beaucoup d'adhésions aujourd'hui. Beaucoup d'adhésions. Je pense que vous n'avez jamais eu le temps de suivre notre parti. Vous n'avez jamais eu le temps de vous approcher de notre parti pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Je vous dis, Perrault, nous recevons tous les jours des adhésions. Et même des grosses légumes qui viennent pour adhérer au sein du parti. Et le parti, c'est où? C'est toujours vers un magasin ici? Non, nous sommes maintenant sur l'immeuble du 30 juin, croisement Batété la Boulevard. Ah, donc, au 5e niveau. Après, vous avez pu avoir un peu de moyens, mais non, vous avez... Non, mais nous sommes... D'abord, les sièges là... C'est là, magasin, grosse photo de Boudimbo lui-même, AVC, donc... Oui, mais nous sommes là avant qu'on accède au pouvoir. Ok. Donc, c'est ça la différence. Nous, chez nous, on n'a pas de chômeurs. Quand vous venez à l'AVC, on ne prend pas de chômeurs. Il n'y a pas de profession qui s'appelle politicien. Ce n'est pas chez nous. Quand vous venez chez nous, vous devez être un jeune qui travaille dans un secteur donné, et qui a fait preuve dans ce secteur-là. Et quand vous venez pour mener la politique active, vous savez déjà vous-même vous prendre en charge. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, il y a de lèche-bottes au sein de partis politiques, au sein du gouvernement, parce qu'il y a des gens qui sont des chômeurs. Quand ils quittent le gouvernement, ils ne savent pas où aller. Mais moi, je suis avocat de profession et de carrière. Et donc, si j'ai appris à m'acheter une veste avant de devenir politicien, j'ai appris à acheter une chaussure avant de devenir politicien. Et donc, aujourd'hui, si je ne suis pas en politique, rassurez-vous que Perrault, je rentrerai dans mon cabinet, je travaillerai, je défendrai mes clients
comme je le fais jusqu'à ce présent. Maître, vous êtes venu dans le cadre d'un droit de réponse dans une de mes sorties médiatiques où je vous ai mis en cause, notamment lorsque je parlais des Boudimbo. Première question, qu'est-ce qui vous a choqué dans ce que j'ai dit, par exemple, dans l'affaire EPST, avant que nous entrions à l'intérieur? En fait, ce qui nous a choqué, c'est le fait que vous ayez dérapé jusqu'à aller vers le parti politique. Ne suivez pas de spot, à votre vision du Congo c'est quoi, ne suivez pas. Là, nous, on s'est senti directement concernés. En ce qui concerne votre question sur l'EPST, nous avons compris que votre interrogation était légitime. Allons justement par rapport à ça. Alors, vous êtes proche de M. Tshisekedi. Vous prenez l'état des droits. Vous parlez de la lutte contre la corruption. Vous avez un membre, et non pas le moindre, au gouvernement, M. Didier Boudimbo, qui était pratiquement le fondateur du parti, qui est vice-ministre de l'EPST. Il y a un problème. Il y a des rapports accablants contre M. Bakonga pour le détournement au niveau de l'EPST. Est-ce que Boudimbo, qui lui prône l'état des droits, qui lui prône le peuple d'abord, qui lui est proche de M. Tshisekedi, était-il au courant de la situation? Est-ce que Boudimbo est-il dans ce qu'on reproche aujourd'hui à M. Willy Bakonga? Perron, merci beaucoup pour la question. Je pense que beaucoup de Congolais attendent la réponse à cette question. Je voudrais d'abord ici relever le fait que ce dossier de l'EPST est passé par l'IGF. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'appeler l'IGF pour vérifier. Parce que c'est lui qui a commencé par enquêter sur l'état financier de l'EPST. L'IGF a auditionné. L'IGF a fait des rapports. L'IGF a entendu toutes les personnes susceptibles d'avoir touché à l'argent ou intéressé par le dossier. L'UDH a fini son travail parce qu'il fait un contrôle administratif. Il a envoyé ce dossier au parquet. Alors où nous parlons, le dossier est au parquet. Le dossier est au parquet. Le dossier est au parquet pour la Cour de cassation. Le dossier est devant le parquet général de Kinshasa-Gombe, où les instructions sont en train d'être menées. Les instructions ont été menées, indépendamment des instructions menées par l'IGF. Les gens ont été interpellés. Certains, pour certains faits, se retrouvent aujourd'hui à Makala. Il y a eu instruction et l'affaire est prise en délibéré. Certains notamment dans l'affaire Sekopé. Sekopé, voilà. Mais Didier Boudimbo, si nous venons aujourd'hui en tant que porte-parole du parti Autre Vision du Congo, venir dire au peuple congolais que Didier Boudimbo est innocent, les gens diront que c'est parce que c'est le porte-parole de son parti qui vient le défendre. Mais nous tous, nous avons le regard tourné vers la justice et vers l'IGF qui sont indépendants dans leurs actions. Ils ont fait le travail qui devait être fait. Ils ont instruit. Ils n'ont jamais, je dis jamais, interpellé notre camarade Didier Boudimbo, l'excellence Didier Boudimbo. Ils n'ont jamais, il n'y a aucun document qui atteste que d'une manière ou d'une autre, il a été impliqué ni par la signature, ni par une réception, ni par une vidéo. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui tout est filmé, ni une vidéo le voyant aller toucher aussi l'argent, ni qu'il engage de manière directe ou indirecte. Donc la justice qui est en train d'enquêter sur le dossier, qui est saisie sur le dossier, c'est à elle qui doit établir les responsabilités. Et c'est la justice qui doit blanchir toute personne dans ce dossier. Et la justice qui enquête, jusqu'à présent, n'a jamais interpellé M. Boudimbo. Et si aujourd'hui, M. Boudimbo était impliqué dans quoi que ce soit, l'IGF l'aurait interpellé. L'IGF l'aurait interpellé. Nous ne disons pas que nous ne pensons pas ici pour blanchir M. Didier Boudimbo. Mais nous disons simplement que l'organe habilité à blanchir ou à acquitter ou à condamner, c'est la justice. La justice ne l'ayant pas interpellé, ne l'ayant pas auditionné, n'ayant pas retenu des charges contre lui, personne d'autre ne peut venir les inventer. Personne ne peut les inventer. Même si par ailleurs il a été le vice. Vous savez, Perron Louara, moi, j'ai travaillé comme conseiller des ministres. Je connais quand même les attributions des ministères et je connais comment fonctionnent les ministères. Un vice-ministre, il est collaborateur du ministre, mais si par ailleurs le ministre ne collabore pas avec lui, il n'y a pas de conséquences. C'est qui n'est pas le cas avec Boudimbo, parce qu'on le voit toujours comme ça avec Willy Bakonga. Mais c'est le seul ministère où le ministre et son vice sont en bon terme, sont en train de se promener comme deux amoureux. Ça, vous n'allez pas nier ça. Non, Didier Boudimbo avait une mission, c'était de faire réussir la gratuité de l'enseignement. Il y a travaillé corps et âme.
il a servi les intérêts des Congolais. Il y a mis du sien pour qu'aujourd'hui la gratuité arrive ne serait-ce qu'à 60% de réussite ou là où nous sommes. Mais, M. Perrault, il y a des pratiques. Didier Boudim, par exemple, je peux donner un exemple. Didier Boudim ne signe pas les arrêtés. Parce qu'un vice-ministre, au regard des textes réglementaires, il n'a pas le droit de signer même un arrêté. Il n'en a pas. Lorsque l'argent sort, ce n'est pas le vice-ministre qui va récupérer l'argent. Ce n'est pas lui. Il y a tout un service. Mais lorsque vous avez placé au sein du cabinet, vous avez la vidéo que vous avez balancée. On vous a dit que c'est le petit frère. C'est tel. On a identifié les personnes. On a même dit le fils. Le monsieur dit voilà. Le petit frère et le fils. Voilà. On a identifié les personnes qui sont allées prendre l'argent. Ils étaient revêtus de quelle qualité pour aller faire ce marché-là? Là, vous n'avez pas posé la question. Qui était-il au sein du cabinet pour poser ce genre de d'acte? Et ça, mais où étaient les vice-ministres? Parce qu'on aurait dû associer les vice-ministres. Pourquoi on n'a pas cité les vice-ministres? Parce qu'il n'a pas été associé. Parce qu'il n'était pas au courant. Parce que les choses ont été faites de manière à ce que lui ne soit pas au courant. Parce qu'on savait qu'il était, c'est la réserve de Tshisekedi. Et que s'il était au courant, il n'accepterait pas ça. Et ça, quand quelqu'un veut opérer, il trouve qu'il y a quelqu'un qui peut l'empêcher à opérer, il va le carter tout simplement. Et ça, ce n'est pas pour nous qui sommes habitués à vivre avec les criminels, ce n'est pas du tout nouveau. Nous connaissons, en tant qu'avocat, je connais comment les criminels opèrent. Quand un criminel veut opérer, il ne voudra pas qu'il se fasse arrêter. Il ne va pas opérer pour laisser des traces. Attention, les pro-Bako vont dire que vous les traitez des criminels, même si vous ne les citez pas. Je n'ai pas dit Bako, j'ai dit généralement les criminels. Quand ils opèrent... En contextualisant les vrais criminels ici, c'est Willy Bako. En fait, moi, je n'ai pas... C'est ça le problème. Dans leur contexte. C'est ça le gros problème avec vous. Nous, ici, Bako est présumé aussi innocent. Non. Sa culpabilité n'est pas encore établie. C'est trop précipité pour vous de le considérer comme criminel. Non, je contextualise. Je contextualise vos propos. Non, mais moi je contextualise vos propos. Vous parlez de manière générale, moi je le mets dans un contexte. J'ai dit en le mettant dans le contexte sous examen, le criminel serait alors Willy Bakonga. Non, mais parce que jusque-là où il n'est pas encore criminel. Moi je dis qu'il n'est pas encore criminel jusque-là. Parce qu'il va falloir que sa responsabilité soit établie par un jugement. Il n'est pas. Je dis tout simplement que quand quelqu'un veut opérer pour détourner l'argent... Il est encore présumé innocent. Voilà. Quand quelqu'un veut... Bakonga n'est pas criminel. Voilà. Quand quelqu'un veut détourner l'argent, il ne va pas le faire au clair de la lune. Non. Il va chercher des artifices, des mécanismes pour cacher son vol, son détournement. Il n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Non, mais ni pour aller acheter les intrants tels qu'on le voit avec la maison Victoire, ni pour ce qui se passe à la CECOPé, plutôt au CECOPé avec des écoles fictives et des enseignants fictifs. Boudimou, lui, a tout simplement été mis de côté de toute cette mafia-là. Vous savez aujourd'hui, lorsqu'il y a un conseiller financier au sein des cabinets ministériels, il y a un comptable, il y a des sous-gestionnaires des comptes, il y en a, tous ces gens-là sont au sein des ministères. Il y a un contrôleur budgétaire, un contrôleur qui doit approuver toutes les dépenses qui sont effectuées. Et tout ça, il y a ce qu'on appelle la cellule financière dans un cabinet ministériel. Le conseiller financier à l'EPST, c'était qui? Vous devez mener des investigations. Le comptable, c'était qui? Et quand ils ont pris cet argent, ils sont allés acheter. Qui doit aller acheter en principe les biens qui doivent revenir au cabinet? C'est l'intendant. Mais vous avez vu que ce n'est pas l'intendant qui est allé acheter. Vous avez vu, on vous a cité dans la vidéo, des personnes de famille qui sont allées acheter ces biens-là. Et quand ils achètent, est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont ramener, faire le rapport au vice-ministre? Lui dire, voilà, nous avons été achetés tel, voici les factures. Et même si, par ailleurs, les factures s'avéraient être fausses, qui doit établir la fausseté de ces factures? Ce n'est pas Boudimou. Il appartenait à la justice de faire son travail. Il appartenait à l'IGF, qui est le contrôleur des financiers, pour contrôler, voir est-ce que l'argent qui a été décaissé a été utilisé pour l'objectif lui assigné. Ça, ce n'est pas Boudimou. Ils peuvent ramener des factures. À supposer, raisonnons par absurdité, que Boudimou a vu effectivement ces factures-là. Mais est-ce que ça veut dire que ces factures sont fausses? C'est à la justice d'établir la fausseté de ces factures-là. C'est ce qui est en train d'être fait. Vous devez prendre votre caméra. Vous devez marcher avec votre caméra. Allez poser la question au procureur après la Cour de cassation. Qui a le dossier entre ses mains? Qu'est-ce qu'il attend pour déclencher la procédure? Qu'est-ce qu'il attend pour interpeller les concernés? Le Parlement est déjà là, il est déjà là. Pourquoi il ne demande pas l'autorisation de poursuite contre les personnes qui sont citées dans cette affaire? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne le fait pas?
Donc, ce n'est pas à Boudimbo de venir dire que telle facture est vraie, telle facture est fausse. Ce n'est pas à lui. Même si on lui ramenait, encore que je vous dis, M. Perrault, dans des cabinets ministériels, lorsque vous êtes vice-ministre, vous tournez les pouces les journées. Vous n'avez pas sur Facebook et sur WhatsApp. Ils ne sont pas associés ni de loin ni de près. C'est une fonction protocolaire tout simplement. Parce que quand le ministre ne vous associe pas, il n'y a aucune conséquence sur le plan de droit qui obligerait à ce ministre-là de vous associer dans ce qu'il est en train de faire. Lorsque vous venez dans un cabinet ministériel, qui nomme le membre du cabinet? C'est le ministre, ce n'est pas le vice-ministre. Le vice-ministre n'a pas le droit de signer même un arrêté au sein d'un cabinet. Alors, comment il va engager sa responsabilité? Qui engage la responsabilité du ministère? C'est le ministre lui-même de tutelle. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui venir imputer à Didier Boudimbo des faits que la justice n'a pas trouvé en lui. Parce que si ces faits-là étaient vrais, existaient, et que s'il lui était impliqué d'une manière ou d'une autre, la justice l'aurait interpellé. Non, mais on peut l'impliquer aussi quand même en termes de dénonciation, parce que bon, ces détracteurs disent, ça devient un peu la maladie des Tshisekedi-istes. Hein? Tshisekedi, lui, on installe Minembwe, il dit je n'étais pas au courant. On prend les rétro-commissions, je n'étais pas au courant. On prend ceci, je n'étais pas au courant. Alors qu'il est président de la République, supposé être le Congolais le mieux informé. On a l'impression que c'est cette maladie qui suit aussi ses lieutenants. Vous allez nous dire que Boudimbo n'était pas au courant, ça ne surprendrait personne. Boudimbo est proche de Tshisekedi, Boudimbo est dans l'école. Si le président lui-même, quand il y a des grandes questions qui choquent l'opinion, il n'est pas au courant, il dit qu'il n'était pas informé, donc c'est tout à fait normal que Boudimbo ne le soit pas non plus. Vous voulez placer le vice-ministre comme étant l'enquêteur, le contrôleur de son ministre. Ce n'est pas ça le travail du vice-ministre. Chaque organe devait faire son travail comme c'est en train d'être fait maintenant. L'IGF fait son travail. Il n'a pas soutenu son ministre. Il n'a pas dénoncé. Il n'a rien fait. Il est dans ce ministère. On parle de millions de dollars. Dans l'affaire Sekopé, c'est à peu près 7 millions le mois. Dans cette affaire, c'est plus d'1 million qu'on a donné pour les intrants. Lui, Boudimbo, informé de rien. Mais à supposer que Boudimbo est au courant qu'il a posé la question à son titulaire. Il dit que je ne connais pas ça. Il fait quoi? Ce qui permet tout le monde aujourd'hui de connaître la vérité, même partout dans le monde, c'est la justice. Il est un homme d'État. Il ne peut pas passer à la télévision pour dire, commencer à faire des déclarations, comme si c'était quelqu'un de la rue. Non. Le vice-ministre de la Santé l'a fait. Le vice-ministre des Finances l'a fait. Mais écoutez... Au moins, ils dégagent leurs responsabilités dans ce qui arrive. Mais est-ce que vous avez vu de procès comme c'est à l'EPST? C'est ça le gros problème. À l'EPST aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison. Donc il faut applaudir Boudimbo. Il a laissé peut-être les gens aller jusqu'à leur faute, jusqu'à la fin. Donc il faut l'applaudir. Il n'a pas fait le folklore comme les autres l'ont fait. Mais il y a des résultats aujourd'hui. D'abord, la gratuité a réussi à 60%. Même si vous ne voulez pas le reconnaître. Au moins à 60%, la gratuité a réussi. Ça, vous devez reconnaître que Didier a fait un travail. Et aujourd'hui, ceux qui ont détourné l'argent à l'EPST sont en train, certains sont à Makala. Certains ne sont pas encore arrêtés, peut-être pour des questions de procédure tout simplement. Que la procédure soit éclatée, déclenchée, et que certains obstacles institués par la procédure soient levés. Vous verrez que le procès va encore continuer. Le plus grand problème est celui-ci. Boudimbo n'est pas la justice. Boudimbo n'est pas l'enquêteur du ministre. Boudimbo est vice-ministre. Et quand il y a des tournements, c'est à la justice de venir faire son travail comme la justice vient de faire. C'est à l'IGF de faire son travail comme il vient de le faire. Alors, l'IGF qui a enquêté, la justice a enquêté dessus, n'a pas trouvé de... Vous savez, dans ce dossier, personne n'a cité Boudimbo. Parce que, vous dites, il y a des syndicalistes qui sont là, à l'EPST. Il y a des travailleurs qui sont là. Il y a des gens qui ont été auditionnés. Même le monsieur Djibril, il ne vous a pas le nom du vice-ministre. Mais Boudimbo est surpris aussi de certaines factures, de voir qu'il y a des choses qui se font, qui sont passées pendant que lui était là. Il n'était pas au courant. Alors maintenant, qui doit nous clarifier tous? Ce n'est pas Boudimbo. L'état de droit voudrait que la justice s'implique et fasse son travail, et que l'IGF, tel qu'il a fait, qu'il fasse son travail, et comme ça la vérité est mise à la nu, tout le monde est satisfait, et l'équilibre qui a été rompu par ce comportement antisocial soit rétabli. Je pose la question à l'homme, au citoyen congolais que vous êtes. Vous vous sentez comment lorsque vous voyez toutes ces rumeurs, tous ces bruits sur les détournements des millions de dollars en ce moment ici? On cite Bakonga. Bon, là, je mets Boudimbo de côté parce que vous allez dire qu'il n'est pas au courant.
Les citoyens congolais que vous êtes, quand vous entendez ça, vous dites quoi? Le pays n'a pas de chance, le pays est maudit. Vous dites quoi, vous, Maître Kainga? Non, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est comme ça que je vous ai dit que quand on a suivi votre émission, la question que vous vous êtes posée et votre inquiétude, nous l'avons partagée aussi. Les gens ne peuvent pas saboter la gratuité. 4 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. Perrault, toi, tes enfants peuvent aller à l'école et étudier. Mes enfants vont aller à l'école et étudier. Il y a des gens qui ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école. Un policier dont on paye à peine moins de $100. Comment il va envoyer ses 4 enfants à l'école pour aller étudier, payer le loyer et manger et arriver à nouer les 2 bouts du mois? La gratuité a soulagé beaucoup de foyers. Mais qu'il y ait des Congolais qui viennent pour saboter cette gratuité, c'est tout simplement inacceptable. C'est des gens qui méritent en réalité la pendaison. Parce que ça, c'est vraiment un crime très grave pour moi. Et donc, cette histoire, et puis, quand nous parlons, ce n'est pas des chiffres de $100, $200, $1000. C'est en termes de millions. Et ces millions-là, on ne peut pas, c'est le contribuable congolais. Ce sont les mamans là qui sont à Zande, dont on est en train de traquer à payer 1000 francs de taxes et impôts qui payent pour que des gens, comme vous l'avez dit hier, des gens qui roulent carrosse, qui ont de belles voitures, qui ont des maisons, qui ne manquent pas à manger chez eux, mais qui viennent prendre la petite sueur de ces mamans-là pour aller, je ne sais pas faire encore quoi, parce que vous avez déjà le minimum pour vivre. Donc, ce que tu dis, pour nous qui prenons le peuple d'abord, nous sommes très choqués que des gens, que des individus se permettent de toucher à la caisse de l'État. C'est pourquoi nous disons nous sommes autre vision du Congo, une autre façon de voir le Congo. Ce n'est pas le Congo que nous rêvons. Mais malheureusement, Perrault, nous avons hérité un système de prédation, un système dont la corruption et le tournement étaient le mode de fonctionnement. Et il y a des gens qui sont venus nostalgiques de ces systèmes-là, qui ont continué à fonctionner même en plein régime de Tshisekedi. Mais la lueur d'espoir que nous avons aujourd'hui, c'est que vous pouvez en parler aujourd'hui librement dans vos émissions. Les gens peuvent vous écouter. Nous pouvons nous sentir obligés de venir répondre dans l'exercice de la liberté d'expression et dans la démocratie. Nous pouvons aujourd'hui, la justice peut se saisir de certains dossiers que vous dénoncez sur votre chaise ici, mais la justice entend et ouvre des enquêtes, ce qui n'existait pas. Aujourd'hui, le peuple congolais doit avoir une lueur d'espoir parce que ceux qui ont détourné au CECOPE sont déjà en prison. Et les ministres qui sont cités dans cette affaire, le dossier au parquet près la Cour de cassation. Et donc, aujourd'hui, il y a quand même une volonté ferme à mettre fin à la corruption. On communique, on vous dit, tel a détourné à Bukangalonzo, tel a pris autant, tel a pris autant. Au moins, aujourd'hui, ça s'est dit. Ça s'est dit, et la justice essaie de faire un effort pour enquêter là-dessus. Ça n'a pas existé il y a 3-4 ans passés. Et ça, c'est la lueur d'espoir que nous pouvons applaudir l'actuel régime. Nous estimons que les gens aujourd'hui, pour toucher à la caisse de l'État, vont commencer à réfléchir par 2 fois. Il y a quelque chose qui a été mis en cause dans ce que je disais hier, c'était vos vidéos. Vous êtes aussi dans l'AVC, vous prenez également les cultes de la personnalité ou quoi? Parce qu'on vous voit à travers les télévisions, Fati, des spots à gauche et à droite, Vous êtes un royaume d'applaudisseurs autour de Félix Tshisekedi. C'est aussi ça la vision de l'AVC? Non. Vous savez, M. Perrault, nous ne sommes pas des applaudisseurs aux côtés ni de Tshisekedi, ni aux côtés de Boudimbo. Mais ce que nous faisons... Mais les spots que vous faites... Non, nous vendons... C'est vous l'AVC. Est-ce que c'est que nous... C'est AVC qui produit ces spots. Est-ce que ce que nous disons dans le spot est vrai ou faux? C'est ça le problème. Lorsque Tshisekedi dit par exemple... Ozala mwana na mai nangai, ozala ndeko nanga soko yibo kebolo. Et nous voyons que son plus proche compagnon, Vital Kamerhe, est reproché par la justice et il est arrêté et il est mis en prison. Son ami d'enfance, son conseiller Lobo, il a été arrêté, mis au Niouf. Nous disons nous, ce monsieur, ce qu'il avait dit était pourtant vrai. Le père avait prôné l'état de droit, qui veut simplement dire que nul n'est au-dessus de la loi. Et lui dit, même si tu es mon propre ami, si tu es mon propre frère, mais dès que tu commets les faits qui sont répréhensibles par la loi, tu seras condamné. Nous prenons ces images, nous les mettons, nous sommes congolais, ce monsieur avait dit ça. Mais regardez ce qui vient de se faire. C'est conforme avec ce qu'il avait dit. Nous vendons l'image chef de l'État. Nous disons au peuple congolais que ce qu'il vous avait dit. Le problème, c'est
Il y a des gens qui n'ont jamais suivi Tshisekedi, même dans ses discours, même pendant la campagne. Mais nous faisons un effort de vous rappeler ce qu'il avait dit pour arriver à établir un bilan. Vous établissez les bilans sur des épiphénomènes. Vous établissez les bilans sur des faits, parfois qui n'existent pas. Mais nous établissons les bilans sur ce qu'il avait dit et ce qu'il a fait. Est-ce que ce que nous disons dans le spot de l'AVC, c'est vrai ou c'est faux? Dès l'instant où il est attesté à suffisance de preuves que ce que nous disons est vrai, alors à ce moment-là, ce n'est pas de Dialelo. Ce n'est pas le culte de la personnalité. Nous vendons l'image de notre leader parce que, incontestablement, c'est qui est notre leader. Nous vendons son image, nous disons au peuple congolais, il avait dit ça, voilà ce qu'il vient de faire. Donc il n'y a pas de Dialelo dans tout ça. Vous m'avez vu, moi, venir sur le plateau ici, applaudir Tshisekedi, applaudir Boudou. Vous n'avez vu, moi, le faire. Mais je suis un Tshisekediste rompu. Je le soutiens à 100%. Je travaille avec Didier. Je suis vraiment un vrai Tshisekediste, mais je ne viens pas l'applaudir. Mais je viens soutenir les idées qu'il prône. Et c'est autour de ces idées-là que nous sommes en train de travailler tous. Donc il n'y a pas question de faire le culte de la personnalité. Nous vendons les idées, les idéologies, parce qu'il y a quand même beaucoup de détracteurs aussi, il faut le reconnaître, qui viennent aussi vendre une mauvaise image de Tshisekedi. Et nous sommes dans l'obligation de venir dire au peuple congolais, c'est vrai dans ce qu'ils disent, il n'y a pas que des choses qui sont mauvaises, mais voilà, il y a des choses qui sont bonnes, voilà ce que Tshisekedi a fait. Quand toi tu dresses le bilan de Tshisekedi, quelqu'un croirait que c'est chaotique, il n'y a rien qui se fait. Mais tu oublies aujourd'hui que tu as quand même la liberté d'expression. Quand tu fais le bilan de l'actuel régime, je te suis deux fois. Quand tu fais le bilan, vous savez aujourd'hui, les gens parlent aujourd'hui de j'étais sur... moi je deviens un homme à battre pour vous les... Non, pas du tout. Mais nous aimerions vous rencontrer sur un plateau comme celui-ci et discuter avec vous. Vous savez que la constitution de la transition de 2004, de 2003, prévoyait comme condition pour aller aux élections le recensement. Je vous savais que l'article 4 de la constitution de la transition, qui disait qu'avant d'aller aux élections, on devait obligatoirement passer par le recensement. Le refus de Kabila d'aller aux élections, de faire le recensement, avait amené le Sphinx de boycotter les élections de 2006. C'est l'une des conditions majeures pour lesquelles l'UDPS n'est pas allé aux élections en 2006. Pero, toi et moi, on existait déjà. On a vu ces élections-là. Tshisekedi a boycotté les élections de 2006, tout simplement à cause du recensement. Mais aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir. Vous voudriez que nous puissions aller aux élections sans le recensement. Non, mais vous avez refusé le recensement en 2013. Nous avions refusé parce que vous avez refusé les recensements. Nous étions déjà hors mandat. Nous étions hors mandat. En 2015, Kabila est encore en plein mandat. Non, Kabila voulait aller. Nous sommes allés. Il a fait plus de 2 ans. En 2015, Kabila est encore en plein mandat. Kabila n'était pas sincère avec le Congolais. Il n'était pas sincère. Vous aviez un don de lire maintenant dans des gens. Mais parce qu'il qu'est-ce qui vous dit que vous êtes sincère aujourd'hui? Parce qu'il n'avait jamais fait le recensement en 2003. Mais qu'est-ce qui vous dit que vous êtes sincère aujourd'hui? Non, parce que tous les spécialistes nous disent qu'un bon recensement nous prendra 3 ans. Parce que nous, en 2006, on n'est pas allé aux élections, on a boycotté les élections à cause du recensement. Voilà notre sincérité, Perrault. Et ça, vous ne pouvez pas oublier, Perrault. Vous devez dire ça aux Congolais que non. Si l'UDPS aujourd'hui réclame les recensements, il est dans sa logique. Parce qu'en 2006, il a même boycotté les élections à cause de ça. Mais en 2015, il avait une constitution. C'est contradictoire, mais non. En 2015, vous avez refusé le recensement. Non, mais... En 2016 ou en 2011, vous êtes allé aux élections sans recensement. En 2015, Kabila vous donne ce pourquoi vous êtes battu. Vous l'avez refusé. Non, mais... Vous dites qu'il était de mauvaise foi. Ok, j'accepte. Mais aujourd'hui, vous réclamez le recensement. Les spécialistes vous disent un bon recensement, c'est entre 2 et 3 ans. Or, dans 3 ans, on sera hors mandat. Vous faites exactement ce que Kabila voulait faire. Kabila, en 2003, c'était une obligation constitutionnelle. Et une condition pour aller aux élections. Il a bypassé ça. Il est allé au-delà de ça. Tshisekedi a dit non, comme tu fais ça, moi je n'irai pas aux élections. Parce que je dois connaître qui est Congolais. C'est que vous devez dire aux Congolais que l'UDPS en réclamant le recensement, il ne fait pas comme Kabila, il est dans sa logique et il est resté constant dans son combat. Ça, vous devez le dire au peuple congolais. Même si par ailleurs, on doit maintenant après pour dire, est-ce que si on fait le recensement, on va aller au-delà du mandat ou pas? Mais pour le fait, pour nous de réclamer le recensement avant d'aller aux élections, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est depuis 2006, 2003 que nous réclamions, on dit, la Constitution de la transition avait prévu le recensement comme condition sine qua non pour aller aux élections. Kabila a dit, niet, on va aux élections sans le recensement. Et nous avons refusé d'aller aux élections. Et Mbemba a puisé dans le réservoir de l'UDPS à cause de notre absence en 2006.
Et nous ne sommes pas enrôlés à cause de ça. Parce que nous, on voudrait qu'il y ait des cartes d'identité. Alors, aujourd'hui, que nous évoquions ce débat aujourd'hui, ça ne peut pas paraître un débat nouveau. Ça ne peut pas paraître un débat nouveau. Il apparaît nouveau parce qu'il vous permettra de glisser. Non. C'est nouveau et contradictoire. C'est ça le problème. Voilà. C'est là où il y a la contradiction dans votre discours. Nous sommes... Non. Vous en faites un problème. Ok, en 2003, vous refusez d'aller en 2016. Bravo à vous. En 2006. En 2006. Bravo à vous, champion. En 2011, vous n'en avez pas. Contradiction. Vous revenez, vous perdez les élections. Ok. En 2015... Attendez. Vous allez argumenter. En 2015... on vous donne ce pourquoi vous êtes battu en 2003. Vous refusez à ce que Kabila organise les élections. En 2018, vous allez aux élections sans recensement. Vous gagnez les élections. Aujourd'hui, à 2 ans d'organisation des élections, vous voulez nous... Attendez. Perrault, soyez conséquent et logique avec vous-même. Soyez logique avec vous-même. Dans tous les pays du monde. Vous ne pensez pas que vous passez d'un État à un autre en quelques 4 et 5 ans. C'est pas normal. Dans tous les pays du monde, les réformes fondamentales, on les enclenche au premier mandat. Dès l'emprise du pouvoir, vous déclenchez les premières réformes fondamentales. Si Tshisekedi ne fait pas ces réformes, parce que les gens pensent qu'on a peur des élections. Mais Perrault, dites-moi. Vous en avez peur. Vous pensez qu'en 2023, qui peut battre Tshisekedi? Vous en avez peur. Qui battra Tshisekedi dans ce pays? Vous en avez peur. Non, pas du tout. Parce que même quand les évêques vous rappellent les élections, vous insultez les évêques, vous prenez le service de l'État, notamment les services de communication. Pas service de l'État, les services de communication de la présidence de la République pour répondre de manière assez désobligeante. Non, mais... seulement parce qu'on vous a dit qu'en 2023, il faut organiser les élections. Mais non. Attendez, vous voulez quoi, vous, de l'UDPS? Non, mais vous voulez que les évêques nous disent des choses et que nous, on ne peut pas rétorquer sur ce qu'elles disent? Ce sont devenus, c'est la parole de l'Évangile. Moi, je ne suis pas catholique. Donc, je ne suis pas obligé de croire à tout ce que les évêques disent. Je ne suis pas obligé. Donc, si les évêques ont dit... Non, moi, je suis adventiste. Quand les prêtres disent des choses, et nous avons l'obligation, nous qui ne sommes pas d'accord, qui ne sommes pas de leur foi, je peux retorquer et dire autre chose de ce qu'eux pensent. Donc ce n'est pas une parole d'évangile. Je ne suis pas leur adepte de l'église. Et donc leur parole, c'est leur liberté d'expression. Et ça, ce n'est pas notre. Nous disons tout simplement, moi ce que je ne veux pas, que l'on reproche à l'UDPS de mettre sur le plateau le débat sur le recensement. Pour moi, j'estime que nous sommes dans notre logique de combat. Vous imaginez l'UDPS, aujourd'hui au pouvoir, n'organise pas le recensement. On lui dira, mais toi, en 2006, tu as boycotté les élections à cause du recensement. Mais comment tu es maintenant au pouvoir, tu ne veux pas recenser la population congolaise? Maintenant, est-ce que le délai de recensement va aller au-delà du 2023? Ça, c'est un autre débat. Mais faire le recensement, ça, c'est un impératif que même toi, tu souhaiterais savoir qui est congolais, Perrault. Tu souhaiterais, tu l'aimerais avoir qui est congolais. Donc, le fait pour nous de mettre le débat sur la table ne veut pas dire que nous sommes contre les élections en 2023. Non, pas du tout. Pas du tout. On est pour les élections en 2023, mais nous estimons que le recensement, ce n'est pas un débat nouveau. Le délai du recensement, ça c'est notre débat. Maître, on va terminer l'émission. On est à la 45e minute. J'aimerais quand même que vous réagissiez un peu par rapport à l'Union Sacrée, parce que beaucoup de Congolais commencent à devenir un peu dubitatifs par rapport à ça. En commençant par toi-même. Tu vois dans l'Union Sacrée un monstre. Tu es vraiment devenu un prophète de malheur. Vous avez même délayé ma pensée. Je sais pourquoi. Est-ce que l'Union Sacrée d'aujourd'hui, telle que les choses se déroulent, est-ce que vous pensez que c'est toujours... ça rentre toujours dans le cadre des l'idée que vous êtes fait de l'Union Sacrée originelle? Non, vous savez, Perrault, le régime passé, c'était un régime très dangereux pour le peuple congolais. Tshisekedi le père nous a dit que le poisson commence à pourrir par la tête. Il fallait qu'il y ait de l'impulsion au niveau de la tête. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui a donné de l'impulsion. C'est trop tôt pour juger l'efficacité ou commencer à prophétiser sur l'avenir de l'Union Sacrée alors que l'Union Sacrée n'a pas encore commencé à travailler. Les tractations politiques, bien évidemment, Perrault, on ne vient pas en politique pour accompagner les autres. Nous nous mettons d'accord, nous nous mettons ensemble pour mener un combat, et il est tout à fait normal que quand nous avons gagné ce combat, qu'on arrive au partage de responsabilités. Tirer les dividendes.
le partage des responsabilités. Qui va faire quoi et qui va travailler où? Et vous voulez travailler où? Les gens travaillent là-bas. Moi, je veux ça, je veux ça. Et il est tout à fait normal que les gens puissent avoir des ambitions démesurées. Je suis convaincu aujourd'hui, si on dit, on lançait, on dit voilà, le poste du ministre de communication est réservé aux journalistes, et que les journalistes viennent déposer leur dossier, Pero, je suis convaincu que nous aurons plus de 400 journalistes qui vont déposer leur dossier. Sauf moi. Allez, Dieu seul sait. Sauf moi. Dieu seul sait. Moi, je ne vais pas prophétiser. Je ne suis pas Dieu. Non, mais donc, je ne suis pas candidat. C'est pour vous dire que... Mais je soutiendrai la candidature de Christian Bossembe, par exemple. Alors, voilà. C'est pour vous dire qu'il y aura... Il vous accompagne beaucoup, ce jeune homme. Bon, il travaille, il fait un bon travail appréciable. Aider, donc, il faut aussi aider des gens qui vous aident. Kabila a été ici, il a aidé les Kassamba et les autres. Kabila a été ici. Mais moi, je pense que la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de vivre de son travail. Oui, vivre de son travail, mais c'est ça aussi dans le cadre de la communication. Vous ne le faites pas. Est-ce qu'il s'est plaint? Je me demande s'il s'est plaint. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il s'est plaint? C'est nous qui regardons de l'extérieur l'aider pour sa chapelle. Les Kassamba étaient ici avec les Kassamba étaient ici. Non, c'est que nous ne voulons pas. On ne veut pas avoir de journalistes pro-régime. Ça, on ne veut pas. Vous voyez votre plateau, vous me recevez. Moi, je suis un tshisekéliste rompu et radical. Mais vous me recevez sur votre plateau pour un débat républicain. Et ça, c'est une très bonne chose. Vous allez recevoir quelqu'un de Fayoulou ici, du FCC ici, tout le monde va passer ici, il va parler, ensemble, il va s'exprimer librement. Et ça, c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas qu'il y ait les journalistes étiquetés. Quand ils passent déjà, les gens ne savent même pas le suivre. Vous, les gens qui vous suivent ne sont pas les gens seulement du FCC. Vous tirez sur Félix, vous tirez sur Kabound, je vous ai entendu ici, tirer vraiment à boulet rouge plusieurs fois sur Kabound. Mais nous sommes des gens qui travaillent avec Kabound. Mais nous passons dans votre émission pour discuter avec vous. Et ça, c'est très important et c'est bien pour un journaliste que d'avoir les journalistes étiquetés. Et quand le régime tombe, il commence à crier aux victimes. Il sait quoi être victime maintenant du nouveau régime parce qu'ils ont des comptes à rendre. Je pense que tu as été aussi parmi ces journalistes-là étiquetés du pouvoir passé. Mais aujourd'hui, vous avez la liberté d'expression. Vous vous exprimez librement. Vous pouvez attaquer tous les autres. Ne coupez pas cette partie, je pense. N'allez pas... Non, pourquoi je vais couper ça? Alors, donc, voilà. Donc, c'est... Regardez l'émission, je n'ai jamais été étiqueté. J'ai travaillé à Digital qui appartient à Jeannette Kabila. Ben, voilà. Mais de là à dire que tous les journalistes qui ont travaillé à Digital Congo étaient étiquetés. Vous n'avez jamais autant critiqué Kabila comme vous le faites avec ce d'aujourd'hui. Tout en étant là-bas. Je vous ai suivi. Parce qu'il y avait la ligne éditoriale de la maison. Et bien voilà. Donc, en journalisme, il y a un principe scientifique qu'on appelle la ligne éditoriale de la maison. Ceux qui travaillent dans des médias sont tenus de respecter la ligne éditoriale des médias. Et même si ils ne partagent pas cette ligne éditoriale-là. Mais vous savez quand même, quelques de vos collègues qui n'ont pas partagé, qui n'ont pas été dans cette... qui ont leur chaîne indépendante et qui ont travaillé, leur sort. Ça, tu en sais. Beaucoup ont été visités par l'ANER, beaucoup ont été arrêtés. Donc, mais vous pouvez vous exprimer librement, rentrer chez vous à rencontrer vos enfants, les donner le coucou de soir et dormir tranquillement. Et vous réveiller le matin, venir encore travailler. Si Madame Makassa ne m'attend pas un procès, oui. Non, mais acceptez ma digression, maître. Non, vous savez que c'est votre soeur, vous avez arrangé. Acceptez ma digression. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous ne venez pas? Je sens que vous êtes un bon orateur, un bon client qu'on appelle en journalisme. Non, mais... Venez quand vous... C'est un regard qui est de faire des émissions avec vous. Merci beaucoup. Hein? Un grand plaisir. Je veux me disponibiliser. Revenez quand vous voulez. Exactement. Merci. Je veux venir. Alors, ça a été un grand plaisir. Saluez M. Boudimbou. Dites-lui que ce n'est pas par méchanceté ou par haine que nous avons dit ça. Et puis, quand vous avez mon plateau, revenez quand vous voulez. Ça sera avec plaisir que je vous aurai. Merci beaucoup, Perrault. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. 50 minutes à peu près. Je ne me suis même pas rendu compte que l'heure était en train d'avancer. J'ai reçu aujourd'hui Maître Robert Kaenga, secrétaire général adjoint, chargé des questions juridiques et administratives de Haute Révision du Congo et porte-parole de ce parti politique, de M. Didier Boudimbou. Maître, revenez quand vous voulez, comme je l'ai dit. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous et bonne suite des programmes sur nos antennes.